Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce, ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, je reçois dans quelques instants Louise Rinfret. Elle nous parle de thérapie par les arts avec assistance animale. À l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre Laporte pose la question « Quel genre d'animaux sont nos enfants ?» Catherine Stassin est aussi des nôtres, sa chronique « Le pouvoir collectif des enseignants ». Bienvenue chez nous. Vous syntonisez actuellement Folie douce, expert généraliste en santé mentale depuis 1991. J'accueille maintenant mon invité, Mme Louise Rinfret. Bonjour, Mme Rinfret, bienvenue à l'émission. Merci. Vous êtes thérapeute par les arts avec assistance animale. Vous êtes présidente cofondatrice de l'organisme Le Cercle des 4 Vents. C'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Pouvez-vous nous parler peut-être de ce que ça fait, en fait, une thérapeute par les arts avec assistance animale? Ça le dit un peu, mais encore, comme on dit. Mais encore. Ouais. Alors, en fait, moi, j'ai une maîtrise en thérapie par les arts. OK. Plus particulièrement par l'art dramatique, mais quand même, on va faire du dessin, de la sculpture. Nous, on est beaucoup dans la nature, puisque nos ateliers ont lieu sur une ferme, dans le zone agricole de Laval, où on se rend avec les enfants, les adolescents, en transport en commun. C'est vraiment commode. C'est des gens d'un peu partout de la région de Montréal, par exemple, mais qui se rendent sur place là-bas. C'est-à-dire qu'on va rencontrer, mettons, les adolescents ou les mères avec leurs enfants. On les rencontre dans le métro. Et puis là, on prend le métro jusqu'au métro Cartier, okay, à Laval. Ouais. Puis de là, on prend un autobus. Alors, à ma maîtrise, vraiment, j'étais très privilégiée. Ils ont permis à l'Université Concordia que j'aille faire un stage en Animal Assisted Therapy à Green Chimneys Children's Services. Et c'est où, ça? Et ça, c'est dans l'État de New York. Mm-hmm. C'est à Brewster. C'est absolument merveilleux. Pour moi, c'était comme un rêve de fondre ensemble les arts avec la nature, avec les animaux. C'était déjà dans votre plan ou ça a été un peu une révélation? Comment ça s'est présenté? En fait, est-ce que vous rêviez déjà de ça, c'est ça? C'est une bonne question, parce que oui, j'en rêvais, mais je disais, où est-ce que je peux trouver ça, tu sais? Et à un moment donné, je suis tombée sur un site de Green Chimneys Children's Services. Puis là, j'ai vu qu'il y avait des lamas, toutes sortes d'animaux, des émeus, des cochons, des poules, des chevaux, etc. Et puis voilà, puis là, j'ai dit, je suis allée faire un stage là-bas, intégré à ma maîtrise. Et puis, je savais que je souhaitais qu'on puisse, avec une équipe, mettre sur pied un organisme pour accueillir des enfants, des adolescents qui n'ont pas les moyens d'aller en thérapie. Et c'est des enfants, des adolescents qui ont plusieurs types de problématiques ou est-ce que c'est un vaste éventail de problématiques qu'ils peuvent Quand avoir? même, mais la plupart ont survécu à des abus okay, ou à de la négligence. Il y en a qui ont été témoins de l'assassinat de leur père ou de leur mère, de violence, etc. Alors, c'est vraiment de la thérapie. Ouais. Oui. Et est-ce que le fait d'avoir des animaux un peu moins connus, tu sais, c'est pas des chats, des chiens, c'est pas des animaux domestiques, est-ce que ça rentre dans l'équation? Est-ce que c'est, en d'autres mots, est-ce que ça a une plus-value, le fait d'aller voir des animaux, d'être en contact avec des animaux un peu plus rares? Je pense que oui. Et on a été chanceux parce que j'ai un ami qui m'a emmené là-bas à la ferme L'Auteuilloise. Et ce qui est magnifique, c'est que tu as l'arrêt d'autobus devant la ferme. Fait que ça, pour nous, c'est une chance. Et là-bas, il y a des alpagas, il y avait un lama à ce moment-là aussi, des cochons, une ânesse que les enfants adorent. Et oui, parce que les enfants aiment toujours les chats, les chiens, c'est sûr. C'est ça, c'est automatiquement. Mais les enfants aussi ont une connexion, je dirais, spontanée, inconditionnelle, avec tous les animaux qu'ils rencontrent. Ouais. Ah oui. C'est ça, c'est bénéfique. Si on revenait à la fondation le Cercle des 4 Vents, c'est un beau nom d'organisme qui donne en même temps, qui dit pas nécessairement ce que vous faites, donc qui peut-être qui pique la curiosité. Comment ça s'est passé? Il y avait une volonté, mais vous êtes cofondatrice, donc comment ça s'est passé, la fondation? Bien, on a été chanceux, parce que quand vous soumettez votre candidature à Ottawa, pour être une compagnie enregistrée, donc un organisme enregistré,
des fois, il paraît qu'il y a beaucoup d'attentes. Tu sais, ils posent des questions, tout ça, beaucoup des formulaires à remplir, bien sûr. Ouais. Mais la chance que j'avais, c'est que j'avais déjà fait du bénévolat. Puis ça, ben, ça te donne une longueur d'avance. Alors, on a été acceptés assez rapidement. Et c'est important d'avoir ce statut-là parce que là, ça vous met un peu, ça vous fait connaître, puis vous pouvez commencer à avoir des activités là, à organiser. Oui, tout à fait. Ce que ça permet aussi, parce que les enfants, ils ne payent pas. Mm-hmm. Ils n'ont pas vraiment les moyens. On se disait, comment tu peux faire pour te payer une thérapie quand tu as 9 ans? Mm-hmm. C'est pas possible. Ouais. Alors nous, en étant enregistrés, ça nous permet d'approcher des magasins ou des fondations qui nous aident, comme il y a la Fondation Lorraine et Jean Turmel qui nous aide beaucoup. Okay. Il y a Costco qui nous ont donné des certificats cadeaux, des choses. Ça aide aussi. Ah, c'est fantastique. Alors, c'est comme ça qu'on peut offrir cette thérapie aux enfants. Ouais. Et bien sûr, avec notre équipe de bénévoles. Ça fait depuis 2001 qu'on est là. OK. D'année en année, je me dis, bon, on va voir comment ça va tourner. Et d'année en année, ça continue. Puis il y a un besoin, là, ça doit se passer le mot. Oui. Les gens du milieu aussi, j'imagine que vous avez des références du milieu. Oui, tout à fait. C'est ça. Si vous aviez finalement à décrire l'organisme, le Cercle des 80, comment vous, de façon simple, comment vous le Comment on le décrirait? Nous, ce qu'on souhaitait, et c'est ce qu'on a fait, puis très, très reconnaissant de ça, c'est que c'est de l'approche narrative qu'on privilégie. C'est-à-dire que c'est la voix, VOX, de l'enfant ou de l'adolescent qui est à l'avant. Et on voit l'adolescent, on va donner un exemple, mettons qu'il y a des problèmes de violence, on le voit au-delà du problème. L'adolescent n'est pas le problème. On le voit au-delà de ça. Fait qu'on déconstruit tout ça, puis on reconstruit. Puis on fait des évaluations aussi en collaboration avec les enfants, avec les adolescents pour la cour quand c'est nécessaire. Est-ce que en général, est-ce que c'est assez long comme thérapie? J'imagine que oui. C'est difficile de sortir les traumas c'est une bonne question parce que, en fait, la thérapie doit être volontaire. C'est jamais obligatoire. C'est-à-dire qu'on leur dit, si à un moment donné, tu veux prendre un break ou non, tu vois que c'est pas pour toi. Non, ça te tente pas. Mais la plupart du temps, avec la nature, les animaux, tout ça, les enfants adoptent la thérapie. En moyenne, je dirais qu'ils viennent pendant 1 an et demi à peu près. Et les résultats sont quand même là. J'imagine qu'on peut voir une évolution. Tu sais, ça doit être encourageant comme thérapeute. Je pense que oui, parce que, vous savez, nous, les thérapeutes avec assistance animale, on appelle les animaux nos co-thérapeutes. Écoutez, ils font des choses qu'on ne peut pas faire. Ils font partie du travail, eux aussi. Oh mon Dieu, ils font des affaires qu'on ne peut jamais faire. D'abord, quand tu as une ânesse qui hurle parce que tu as passé à côté sans t'arrêter. Il faut connaître c'est là, ça. Elle veut que tu sortes, que tu l'emmènes. Ouais. Où vas-tu sans elle? Elle hurle, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Non. C'est magique. Tu peux l'entendre à 3 km. Il faut comprendre la nature de l'animal, oui. C'est ça? Ah oui, c'est fou, là. Chaque animal a comme ça. Ah oui, puis quand les enfants vont chercher les œufs. Bon, ben là, il faut qu'ils lèvent le ventre de la poule. Là, je dis, tu ne fais pas lever le ventre, là, puis pogner les œufs. Non. Bonjour, madame, excusez-moi. Là, tu lèves le ventre. Puis cet été, on a eu vraiment un trophée, là. 22 œufs. Une des poules est assise sur 22 œufs qu'elle couvait. Fait que là, j'ai dit, faut-il que je m'excuse à chaque œuf? Ah, ben, j'ai dit oui. Et à chaque œuf, elle a grogné. Mais ce que je veux dire, c'est que ça apprend, ils ça sont apprend connectés. Ouais. Et juste ça fait que ta tristesse vient de se désamorcer. Ouais. Si tu as vraiment de l'anxiété à cause de tout ce qui se passe dans ta vie, ben ça désamorce l'anxiété, juste ça. Les animaux sont tellement hilarants, ils sont vraiment le fun. Ils sont simples, là. C'est simple la vie avec un animal. C'est viscéral, oui, c'est simple, exactement. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surprise, Louise Rinfret, comme thérapeute? Vous aviez ça en tête, puis vous avez une formation, tout ça. Mm-hmm. Mais sur le terrain, la vraie vie, les vraies choses, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a surpris? Vraiment, quand les jeunes, les ados ou les enfants viennent,
c'est eux qui choisissent avec quel animal ils vont travailler. Comme il y a des animaux qui adorent les poules, d'autres qui adorent les alpagas. Mhm. Et ce qui m'étonne, c'est que des fois, tu vas avoir, par exemple, je donne un exemple qui était arrivé, un gars de gang, heavy metal, là. Il était très lourd, là, son dossier puis tout. Et lui, il aimait les lapins. Fait que là, il y avait un lapin dans ses bras. Il dit, pogne la picture, là, comment? Ah ouais, je veux une picture de moi avec le lapin. T'es sûr? Non, mais ça le calmait peut-être? Non, mais tu sais, c'est-tu magique? Ouais. Alors, t'as un gros tough avec un lapin dans les bras, puis là, tu fais OK. Mais c'était tellement étonnant. Une jeune fille d'une fragilité qui a vécu des choses très difficiles, puis très, très fragiles. C'est toujours, on va parler doucement. Mais elle, son meilleur animal, c'est un énorme cheval de travail. Peut-être ça lui dit quelque chose. Je sais pas, il y a une force, il y a une beauté. Oui, souvent, force, c'est fort. Là, mais elle n'avait pas peur du tout. Ouais. Elle était comme son animal. Fait ce qui nous étonne à chaque fois, c'est quel animal ils vont choisir. Ouais. Et est-ce que les animaux ont été préparés? Ou est-ce que c'est le type d'animal qui est facile justement à intégrer dans ce genre de thérapie? Ouais. Bien, c'est drôle ce que vous demandez parce qu'effectivement, il y a des animaux qui sont pas faciles. Il y a des animaux qui ont un sale caractère. Ouais. Fait que c'est comme ça, tu sais. Vous devez... On négocie avec. Puis il y a des animaux aussi, comme tu sais, sur les fermes, souvent, pas souvent, mais ça va arriver que les SPCA amènent des animaux qui n'avaient pas été bien traités. Ils ne peuvent pas les envoyer n'importe où. Fait qu'ils demandent à la ferme L'Auteuilloise, mettons, pouvez-vous prendre tel ou tel animal? Fait que des fois, il y a des animaux qui sont en guérison, puis tout ça. Fait que, ou, admettons, comme il y a une alpaga, elle a eu un cancer des mâchoires. Il fallait retirer une partie du maxillaire, mais pour préparer à sa chirurgie, quelques semaines d'avance, il fallait régulièrement donner un bain d'eau salée avec une grosse seringue en plastique. Mais les alpagas, là, ça crache, là. Ça t'intéresse. Ça s'est pas tellement intéressé ce que tu as là. Une enfant âgée de... Oui, ouais. Une enfant âgée de 8 ans et demi. Elle aimait beaucoup, beaucoup maman. On l'appelait maman. Alors, elle lui donnait tous ses bains. C'est incroyable. Il y a des adultes qui avaient de la misère à y donner parce qu'elle réagissait. La petite, il fallait qu'elle se mette sur la pointe des pieds, puis elle shootait ça. Et l'alpaga réagissait correct dans les circonstances? Elle se laissait faire. OK. Elle disait, c'est pour toi, tu sais. Elle dit, tu t'en vas à une grosse opération. Ça dit, c'est sérieux. Il y avait une douceur, peut-être, ça se ressentait. C'est quelque chose, C'est quand même fascinant. Il reste déjà très peu de temps, ça passe extrêmement vite. Ça va vite, hein? Puis je sais que vous me dites qu'il n'y a pas de site web pour toutes sortes de raisons, mais quelles coordonnées on peut donner aux gens? Il n'y a pas de site web, parce que des fois, ça serait compliqué pour la confidentialité. Oui, c'est ça. On essaie. Alors, mais les gens qui veulent, vous êtes ouverte, vous êtes ouverte comme organisme à recevoir des gens. Oui. Mais comment on fait pour vous? Alors donc, je pourrais vous donner le numéro de téléphone, 514-598-1665, 514-598-1665. Aussi, il y a le courriel, cercle au pluriel, CERCLES, le chiffre 4, @sympatico.ca. Cercle au pluriel 4 @sympatico.ca. Merci beaucoup. C'était très rafraîchissant de vous recevoir, puis c'était très encourageant. Ça donne espoir. C'est vraiment beau. Merci beaucoup, Mme Rinfret. Puis bonne continuation. Oh, merci bien. À la prochaine. À la prochaine. Au revoir. Nous sommes bien présents sur Facebook. Cherchez Folie Douce Radio pour nous trouver. Folie Douce, une communauté, une radio. Nous sommes maintenant rendus au segment Espresso. Bonjour Pierre. Salut Yvan. Alors aujourd'hui, la question, quel genre d'animaux sont nos enfants que tu nous poses? Puis c'est drôle parce qu'on recevait Louise Rinfret un petit peu plus tôt tantôt. Alors il y a comme un hasard, c'était même pas prévu, mais c'est drôle que tu parles de cette question-là. Oui. Alors j'ai pris ça sur l'Internet. Comme à mon habitude, je me promène sur Internet et je trouve des choses. Alors c'est basé, mon sujet est basé sur un article qui porte le même titre. Soit, quel genre d'animaux sont nos enfants? C'est écrit par, en fait, j'ai trouvé ça sur le site radiofrance.fr et l'article est crédité à l'équipe de France Inter. Alors, on nous dit
je ne dirais pas que l'expérience de la parentalité fait de nous des animaux. Si on est devenu parent, pour la majorité d'entre nous, c'est qu'a priori, on connaît déjà le jeu de la bête à deux dos. Mais j'avoue que je suis sidéré par la manière dont cette même parentalité nous ramène à une part d'animalité qu'on avait jusqu'ici mise de côté. Alors, entendons-nous bien, je me méfie toujours un peu de ce qu'on entend par instinct maternel ou paternel, qui tendrait à biologer ce qui relève souvent de la construction sociale. Mais je ne peux pas m'empêcher de voir dans la naissance l'allaitement, les premiers soins, la répétition d'une histoire vieille de millions d'années, de gestes et d'attentions qui nous relient profondément au règne animal. On connaît les témoignages de ces femmes qui avouent leur envie étrange d'avaler leur placenta. Moi, personnellement, je n'ai jamais entendu ça, mais en tout cas, comme le font la plupart des mammifères, même chez les herbivores, pour éloigner les prédateurs. Pour ma part, je n'en connais pas autour de moi, mais j'ai été témoin autrement de ce genre de pulsion. Ouais. C'est vrai que c'est assez animal. Moi aussi, je n'ai pas trop entendu parler de ça. On dirait que c'est pas trop ragoûtant, comment dire. Alors, on nous dit, je vous passe les détails, mais un enfant a eu le bras cassé à la naissance et faute de plâtre, on l'a emmailloté pendant plusieurs semaines dans un filet façon rôti de bœuf pour qu'il ne puisse pas le bouger. Conséquence, on ne pouvait pas lui faire prendre de bain avant qu'il n'en soit délivré. Et au bout de 2 semaines, le voyant quand même un peu sale, sa mère se tourne vers moi et me dit « J'ai eu une envie irrépressible de le lécher, de le nettoyer comme le ferait une maman loup. » C'est assez spécial. Ouais. Alors, nous étions dans une salle d'attente d'hôpital. J'ai réussi à l'en dissuader. On a fini par le laver et il a fini par sentir autre chose que le vieux hamster. Mais cette petite expérience est venue nous rappeler qu'il y avait bien quelque chose de la pulsion animale dans notre façon de considérer notre bambin. Alors, oui et non. Disons que ça dépend des espèces. À défaut de pouvoir couver la nuit comme l'autruche mâle, les pères peuvent essayer de prendre en charge les biberons de 3 heures du matin, ou bien veiller à ce que votre nouveau-né soit toujours au chaud comme le manchot. À contrario, ne faites pas comme les lions. N'allez pas massacrer les enfants de votre nouvelle compagne en espérant lui en faire de nouveau. Ce serait mal pris. On peut le penser. Ouais. Alors, pour les mères, je ne dis pas qu'il vous faut aller jusqu'à dévorer un de vos propres tentacules comme la maman poulpe pour nourrir convenablement vos bébés. Mais vous n'êtes pas non plus obligé, comme les pandas, de sacrifier un de vos jumeaux par peur d'en avoir 2 à charge ou comme les phoques d'abandonner votre petit sur la banquise au bout de 12 jours. Bref, on ne va pas faire la liste de toutes les espèces animales et de leurs petites particularités en termes de parentalité. On ne s'en sortirait pas. Et surtout, ça ne dit pas grand-chose de nos propres pratiques, sinon de notre goût pour l'anthropomorphisme. Cette prétention à tout ramener à nous approprier l'imaginaire du monde animal pour l'intégrer à nos propres représentations. Et oui, il n'y a qu'à voir les petits noms dont on les affuble, comme ma puce, mon chaton, mon lapinou, mon petit loup. Tout le registre du mignon y passe pour exprimer de la tendresse. On n'hésite pas non plus à convoquer le règne animal pour leur comportement. Comme par exemple, arrête de faire le singe, tu manges comme un cochon, tu es bavarde comme une pie. Dans les 2 cas, on va chercher chez l'animal une forme de distance qui contraste avec les rapports humains habituels, soit pour marquer l'affection, soit pour signifier l'incompréhension face à cette petite bête qu'on cherche à domestiquer. Il y a un livre formidable à ce sujet qu'il faudrait offrir à tous les jeunes parents. C'est Zagazoo, signé par Quentin Blake. Quentin Blake, si vous ne connaissez pas son nom, vous connaissez au moins ses dessins, puisque c'est lui qui illustre quasiment tous les romans de Roald Dahl, de Charlie la chocolaterie à Mathilda. Et dans Zagazoo, tout seul, cette fois au stylo, Blake imagine l'histoire d'un jeune couple qui reçoit un jour un colis dans lequel il découvre un nouveau-né.
Un nouveau-né tout mignon qu'ils aiment se lancer à travers la pièce. Sauf qu'un matin, le nouveau-né se transforme en vautour hurleur, puis en bébé éléphant qui renverse tout sur son passage, ou bien en dragon colérique, en chauve-souris pendu au rideau, puis de nouveau en vautour, en éléphant, jusqu'à devenir une créature hirsute et malodorante proche du Yéti. Et quand finalement, au bout de tant de métamorphoses, voilà Zagazou devenu un beau jeune homme, ce sont ses parents qui sont devenus de vieux pélicans. Mais je m'arrête ici, Yvan. On voit un peu où tu veux t'en venir. Alors, on comprend mieux ton sujet. On va poursuivre d'ailleurs à l'Espresso allongé plus tard. Merci, Pierre. À venir dans l'émission, notre collaboratrice Catherine Stassin propose sa chronique « Le pouvoir collectif des enseignants ». À l'Espresso allongé, Pierre Laporte continue avec sa question « Quel genre d'animaux sont nos enfants ?» Vous voulez échanger avec nous? Vous désirez participer à l'émission? Notre site web est antenne.qc.ca. Utilisateur des réseaux sociaux, cherchez Folie Douce Radio pour nous trouver. Vous écoutez actuellement Folie Douce, pionnier en santé mentale depuis 1991. Folie Douce, une communauté, une radio. Laissons tomber nos préjugés et dépoussiérons le sujet de la santé mentale. Nos chroniqueurs nous aident à y voir plus clair. J'accueille maintenant notre collaboratrice, Catherine Stassin. Bonjour, Catherine. Bonjour, Yvan. Alors aujourd'hui, toujours une chronique que tu nous présentes et cette semaine, c'est le pouvoir collectif des enseignants. Oui, c'est un nouveau pouvoir magique. Ouais. On va voir en quoi ça consiste. Y a-t-il de la poudre de perlimpinpin dans cet exercice? C'est de la poudre de prof, en tout cas. Ah, de prof? Poudre de prof. C'est bon. Voilà. En fait, je ne sais pas si tu as remarqué dans l'actualité ou nos auditeurs et auditrices que on parle beaucoup à chaque rentrée scolaire qu'il y a un problème d'enseignants. Ouais. Un manque d'enseignants. Voilà, et le problème, c'est le manque. Ouais. Le manque vraiment primaire, secondaire, et puis dans certaines sections au cégep. Et on peut se poser des questions, dans le fond, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à engager plus de profs, ou que les profs ne restent peut-être pas plus. Mm-hmm. Donc, c'est dû à plusieurs facteurs. Nous, on va s'occuper des facteurs qui font que ça a un impact sur la santé mentale et que certaines situations ont un impact sur la santé mentale et que les enseignants décident, j'ai assez donné comme ça, je vais prendre soin de ma santé mentale et dans le fond, ça ne peut plus durer. Et donc, alors, où ils peuvent prendre des congés de maladie, ça arrive, mais après, il faut retourner. Oui, c'est ça, c'est pas éternel. Hein. Voilà, ils peuvent abandonner carrément aussi, prendre une retraite anticipée ou carrément décider de changer de carrière. C'est quand même une grande décision, parce que quand on sait quelle sorte d'études ça prend pour devenir prof, c'est quand même pas rien. Là. Puis voilà. D'abandonner, il faut vraiment être au bout. Il faut vraiment en avoir assez. Se recycler, c'est ça. Ouais. Donc, est-ce qu'ils ont fait le tour de la profession? Parce qu'on n'arrive quand même pas là par hasard en général. Hein. Absolument, c'est les gens ont le feu sacré puis ils veulent vraiment c'est ça. Pour la bonne cause. Voilà, on veut passer le flambeau, on aime la matière, on veut... On aime enseigner, on aime... Voilà, c'est ça. C'est beau, enseigner, c'est noble. Là. C'est sûr, ça devrait rester le cas, parce que je pense qu'on confie nos enfants, on veut que les gens leur transmettent de manière idéale et bénéfique, mais on va voir un petit peu quels sont les facteurs qui font, des situations plutôt qui vont faire que les profs, pour finir, s'en vont ou ont un impact sur la santé mentale. Et ça, les gens n'y pensent pas toujours, parce qu'on se dit, ils sont bien payés, c'est vrai, bien payés et... quelques congés intéressants. Des congés intéressants. Les gens voient toujours ça. Là, oui, ils voient beaucoup de congés, mais ils ne voient pas la préparation et la correction qu'il y a avant et après. Ouais. Et donc ça, si on devait compter à l'heure, ça ne ferait pas beaucoup à l'heure. Comme ancienne prof, je peux vous le dire. C'est ça, parce que sur place, moi c'est ça, tu as été prof, mais c'est ça, sur place, tu as un certain nombre d'heures, mais il y a tous les travaux, la préparation, après les cours, avant les cours, tout ça, c'est ça, c'est un tout, là, dans le fond. Oui, mais c'est ça. Et comme tu dis, il y a le poids du trop. Donc, on dit, j'en ai vraiment trop à faire, tout le temps. Donc, mes week-ends, je corrige.
les soirées, je corrige, ou je prépare un autre devoir, ou j'ai un problème avec un étudiant que je dois régler, je dois rédiger des courriels, etc. Et donc, on ne s'arrête pas à une certaine heure. Bon, ça peut être le trop-plein ou le poids du trop. Voit ça comme on veut. Ouais. Et puis aussi, un manque. On peut avoir un manque. On ne se sent pas soutenu toujours. On ne se sent pas toujours... Il y a des collègues qui ne sont pas toujours solidaires, ou le personnel des ressources humaines qui devraient nous soutenir et être solidaires, on ne le perçoit pas trop. Là. Ils veulent qu'on fasse notre job, ils ne veulent pas trop savoir plus. Donc un manque de reconnaissance et un manque de moyens aussi. Quand on parle maintenant de surcharge de travail, c'est parce que c'est très bien qu'il y ait intégration dans des classes des personnes ayant différentes difficultés d'apprentissage, mais il faut dire que tout ça a un coût en temps pour les profs. Et donc, quand ils doivent préparer un devoir spécial ou une manière d'enseigner leur cours qui est différente de la manière classique pour quelqu'un qui est plutôt visuel, alors pour quelqu'un qui est plutôt auditif, on va l'enseigner d'une autre manière. Ça veut dire qu'il faut préparer X formes de présentation. Faire au mieux, ça demande beaucoup plus de travail, bien évidemment. Alors, il y a aussi donc ce temps qui n'est pas élastique. Hein. Quand on rentre à la maison, on aimerait aussi un petit peu à la maison et se détendre et surtout prendre soin de sa santé mentale. Hein. Et débrancher, d'oublier un petit peu. Là, on veut à long terme être un bon prof. On ne veut pas être un bon prof les 3 premières années de sa carrière et puis être épuisé. Et puis, le gouvernement investit aussi dans les études autant que nous et puis ils perdent ces gens-là. Alors, il y a aussi une fait que donc le travail se complexifie et des fois, on nous donne un petit peu, on balaye un peu sur le trottoir du prof des compétences, pas volontairement, hein, mais on se fait balayer un petit peu des compétences qui ne sont pas des compétences propres à l'enseignement, qui sont des compétences ou comment agir avec quelqu'un qui a tel trouble, etc. Donc, on doit être formé à toutes sortes de troubles et je veux dire, on doit rester juste un enseignant, logiquement, pour bien faire sa job. Parce qu'on n'est pas formé, on n'est pas psychologue, on n'est pas orthopédagogue, etc. Donc, il faut trouver le juste milieu et c'est pas évident. Il y a des fois une confusion pour certains profs qui ne savent pas jusqu'où ils doivent aller et d'autres profs, par contre, qui ne veulent pas du tout... absorber ce fait qu'il y a des gens avec des difficultés qui n'étaient pas en classe avant, en fait. Mais en même temps, tu sais, comme prof, tu veux quand même transmettre la matière. Tu te dis, je vais essayer de m'adapter aux différents étudiants, aux élèves. Oui, tout à fait. Tu veux, par définition, t'adapter aux étudiants. Donc, tu veux trouver peut-être une solution sans dépasser tes fonctions, mais je veux dire, à quelque part, ça... Et le temps qui est imparti, parce que c'est bien joli de faire toutes sortes de présentations, c'est chouette, mais à un moment donné, pour notre bien-être et le bien-être des autres étudiants aussi, si on fait ça chaque année, qu'on met à jour, etc., il y a un moment donné où notre santé mentale en pâtit et c'est pas possible. Il faut pouvoir trouver une autre solution, en fait, je pense. Mais on va voir, on va y arriver, ça. Je parle évidemment de cas extrêmes ici. Hein. Bon, alors il faut avoir affaire à la bureaucratie. Je prends un exemple, par exemple, un étudiant qui a besoin en cégep de faire son examen dans un centre isolé et pas en classe avec les autres. Il y a des étudiants qui ont le droit d'aller dans des petits cubicules isolés en bruit comme ça parce qu'ils sont vite perturbés. Donc l'étudiant doit normalement se charger, mais nous on doit remplir un formulaire, enfin nous, les professeurs doivent remplir un formulaire et vérifier que on lui accorde quoi et quoi comme outil. Donc c'est une préparation qui prend chaque fois du temps pour tel étudiant et puis un autre, c'est autre chose qu'il a besoin. Il peut avoir tel et tel outil qu'on va lui laisser, mais tout ça, il faut être sûr qu'on est en équité avec les étudiants qui passent leur examen en classe. Donc, c'est vraiment, il faut bien réfléchir à ce qu'on fait, hein, sinon il peut y avoir des injustices. Hein.
Alors, les profs ont aussi face, malheureusement, ça je pense que c'est dans tous les milieux, à de la violence, à un non-respect, que ce soit des élèves. Moi-même, je trouve les étudiants très respectueux de manière générale, mais je sais que les gens qui doivent, en première et en secondaire, qui doivent s'occuper d'élèves dont les parents ont un mot à dire, c'est très difficile la gestion des parents. Et ils peuvent très vite être... le prendre en menace, c'est difficile de gérer ça. Là. Il y a des parents qui mettent la pression pour que leur enfant passe ou pour que la prof passe encore plus de temps alors qu'elle n'a plus de temps. C'est pas facile à gérer. Alors, en fait, le syndicat principal des enseignants, qui est la FAE, où c'est vraiment un syndicat uniquement consacré aux enseignants et enseignantes, a mis un projet pilote sur pied et il voulait développer des solutions surtout. Donc ce projet pilote, maintenant, il y a eu une décision qui a été rendue au mois de novembre, qui a été rendue publique et on va voir un petit peu ce que c'était. Donc ils ont mis en place des solutions d'où les solutions émanent des profs, c'est ce que je veux dire. On veut redonner le pouvoir aux profs, redonner le pouvoir dans la pratique. Parce que ce qui est déconcertant et décourageant, c'est qu'on n'a plus l'impression d'être prof. On ne peut plus faire sa job. On fait que de l'administratif, on fait de la gestion d'étudiants, de la gestion de discipline, de la gestion du centre d'aide à l'apprentissage. Et puis notre matière et les étudiants réguliers, c'est difficile de consacrer plus de temps. Or, c'est ça qu'on veut faire. Ouais. Mais est-ce qu'il y a alentour des profs les ressources pour faire ça? C'est ça aussi. Là, on a peut-être donné ça aux profs parce que il n'y avait pas personne pour le faire. Je sais que dans notre cas, on a eu 2-3 personnes qui passaient de temps en temps nous donner des conseils ou un courriel, etc. On pouvait, le centre d'aide à l'apprentissage disait on peut aller les consulter, etc. Oui, c'est bon, mais en même temps, on n'est pas formé comme prof pour bien agir. C'est ce que je veux dire. On veut bien agir, on ne veut pas faire de bêtises avec certains étudiants. Donc, en fait, ce qu'ils ont trouvé, c'est qu'en fait, ils ont mis sur pied, je vous abrège toutes les démarches, mais ils ont réussi dans ces 12 écoles, à mettre en place des comités de santé mentale, et c'était du personnel membres enseignants et non enseignants qui se réunissent pour trouver des solutions aux problèmes. Comme, comment peut-on avoir moins de travail administratif avec le centre d'apprentissage? Travaillons là-dessus. D'accord? Un autre exemple ici que j'ai pris d'une lecture, c'est que tout simplement, un local est partagé et que les profs, à la fin de la journée, doivent le partager avec la garderie. Bon, c'est pas facile parce que du coup, ils ne savent plus préparer leur travail pour le lendemain, etc. Si on trouve une solution ensemble, on va se réapproprier et on va plus nous dire, et ça c'est vraiment important, on ne va plus dire aux profs, mais enfin, endurcis-toi un petit peu, mais enfin, passe à autre chose, c'est un problème, etc. Mais problème sur problème sur problème qu'on doit gérer, endurcis-toi, c'est comme ça et puis c'est tout. Non, parce que ça ne dessert pas l'élève et l'étudiant non plus. Et les profs, c'est peut-être pour ça que finalement, l'accumulation, ils finissent par en avoir assez, puis ils se disent c'est trop lourd. Là. Exactement. C'est un peu ça, c'est très important de se réapproprier, de trouver un sens à son travail, parce que ça va permettre à la santé mentale de bien se conforter. On va pouvoir un petit peu la soigner. Et parce qu'on sait pourquoi on travaille, on peut faire notre job et on sait qu'il y a un comité qui va prendre en charge les problèmes. Donc, c'est pour ça qu'on dit le pouvoir collectif des enseignants. C'est-à-dire ce comité va permettre une renaissance du pouvoir collectif des enseignants au sein même des établissements. Et c'est ça qu'on veut. C'est au sein de l'établissement, prenons en charge nos problèmes, allons de l'avant, trouvons des solutions et arrêtez de voir en fait les problèmes de santé mentale comme un problème individuel d'un prof. Ah oui, mais elle s'adapte mal, ou elle n'est pas assez tolérante avec les gens qui ont des problèmes d'apprentissage, etc. Mais oui, c'est normal que ces personnes aient certaines difficultés. Tout le monde ne s'adapte pas si facilement, etc. Donc, je pense que voir ces problèmes de santé mentale comme un enjeu collectif et également se rendre compte qu'on a du pouvoir au sein de chaque établissement et arrêter de le remettre
en haut ressources humaines, évidemment, il faut que les ressources humaines soient partants, mais ne pas attendre une décision qui ne viendra jamais ou qui va coûter une fortune à mettre en place. On n'a pas le budget, ça n'ira pas. Ben, voilà. Merci, Catherine. C'est un beau sujet, le pouvoir collectif des enseignants, puis en espérant que ça aille mieux pour tous les enseignants. En espérant que ça puisse s'élargir à d'autres écoles, parce que c'est frais, ça vient de sortir, le projet pilote, les résultats du projet pilote, et donc il faut maintenant que les écoles se réapproprient cette manière de fonctionner à grande échelle. Merci beaucoup, Catherine. Merci, Yvan. À la prochaine. Au revoir. Au revoir. De retour au micro à Folie douce, qui se donne le mandat d'aller plus loin en dévoilant le vrai visage de la santé mentale. De retour au micro avec l'espresso allongé. Et Pierre, tu poursuis ta question, le sujet que tu as commencé plus tôt. Quel genre d'animaux sont nos enfants? Oui. Alors, je vais sauter à un autre article maintenant, intitulé « Ma puce, mon petit lot des surnoms animaliers pour l'enfant ». C'est écrit par une dame du nom d'Isabelle Gravillon, qui est journaliste spécialisée dans les questions de famille et de psychologie. Elle nous dit: ma puce, mon chaton, mon lapinou, ma biche, ma poulette, mon agneau, ma belette, mon raton, mon petit loup. Des petits surnoms. On voit qu'il y en a certains qui se répètent. Hein. Ouais. Alors, cette madame Gravillon nous dit: en matière de surnoms, l'animal à la cote chez les parents. Madame Nicole Prieur, qui est philosophe et thérapeute familiale, nous dit: comme tout surnom, il permet de créer une complicité et une intimité avec l'enfant, à la différence du prénom qui s'inscrit dans le registre de la sphère publique. Très fréquemment, il est précédé de l'adjectif possessif « ma » ou « mon ». Alors, Mme Prieur nous dit: je ne l'interprète pas comme un désir de possession au sens d'emprise ou de fusion, plutôt comme celui d'insister sur la filiation. Et surtout de dire sa tendresse et son amour avec une grande pudeur en ayant recours à un vocabulaire non amoureux, mais particulièrement évocateur. Dans l'inconscient collectif, le bébé animal suscite en effet toute une cohorte de sentiments tendres et doux en lien avec l'amour maternel ou paternel, tels que le désir de protéger, de caresser, de câliner et de prendre soin. Le succès remporté par les vidéos de chatons et de chiots sur les réseaux sociaux en est la preuve. Le choix de certains animaux n'est jamais anodin, mais si tout est possible dans ce domaine, il est rare qu'un parent appelle son bébé « mon petit serpent », ma petite blatte ou mon araignée chérie. C'est vrai. Il faut que ça soit cute. Une coquerelle, c'est pas tellement ma petite blatte. En général, le père ou la mère choisit plutôt un animal aux formes rondes et attendrissantes qui jouit d'une bonne cote de popularité ou qui est porteur de qualités admirables comme la beauté, l'agilité, la vivacité d'esprit, la joie, ou la force, nous dit Mme Prieur. Il arrive aussi de croiser des oiseaux des îles, comme des ouistiti ou des lionceaux. Alors, si cette habitude parentale existe dans de nombreuses cultures, elle prend différentes formes selon les latitudes. Madame Marie-Rose Moreau, qui est psychiatre pour enfants et adolescents, nous dit: le choix d'un surnom animalier dépend du contexte, des animaux que le parent observe dans son environnement et de la valeur symbolique qui leur est attribuée dans sa culture. En Afrique, nous dit Madame Moreau, j'ai rencontré des mamans qui appelaient leur enfant « mon gecko », qui est du nom d'un petit lézard. On voit annoncer ça dans certaines publicités, je pense. Alors, c'est un surnom très pertinent pour décrire leur bébé s'agrippant solidement à leur dos. Ça, c'est un peu différent là-bas, la culture fait ou l'environnement fait que c'est différent d'ici. Oui. On nous dit sur ce continent, l'Afrique, il serait impensable qu'un parent appelle son tout petit « mon chaton ». Puisque le chien et le chat ne sont pas valorisés et ne vivent pas dans une grande proximité avec l'homme. Les parents n'ont donc pas l'idée de les associer à un surnom gratifiant et affectueux. Ouais. On comprend mieux la culture à ce moment-là. Ouais. Les parents adeptes des surnoms animaliers sont également la cible de certains processus inconscients.
Madame Prieur nous dit, quand un adulte devient parent, il redevient l'enfant qu'il a été et opère une régression infantile, se rapprochant ainsi au plus près, inconsciemment, des besoins de son bébé. Or, comme tous les enfants, il se sentait très proche des animaux. Il ne dressait aucune frontière entre le monde des humains et celui des bêtes. Il avait le sentiment de les comprendre et qu'elles le comprenaient, parfois mieux que les adultes. Attribuer à son tout petit un nom d'animal permet de renouer avec cet esprit d'enfance et de revivre ses amours enfantines très fortes. Madame Nicole Prieur nous dit « D'ailleurs, certains parents se reconnaissent peut-être eux-mêmes dans ces animaux ou au moins aimeraient leur ressembler. » Quelle mère, par exemple, n'a pas rêvé d'être une lionne ou une louve léchant ses petits, sortant les crocs pour les protéger, partant à la chasse pour les nourrir? Ces mères animales semblent pourvues d'une force, d'un savoir-faire et d'un amour illimité qui peuvent rendre les mères humaines envieuses. Qualifier son bébé de petit lion ou de petit loup permet de s'approprier un peu de cette puissance maternelle. Pour un enfant, le surnom animal n'est ni dépréciatif ni ridicule. Lui qui aime tant les bêtes le ressent même comme un compliment. Il adore cette dénomination pleine de tendresse et de promesses. Si son surnom a été choisi en référence à un personnage de dessins animés ou de la littérature jeunesse, son plaisir n'en est que plus vif. À l'adolescence, en revanche, les mots poussins ou les mots biquets sont nettement moins appréciés, surtout s'ils sont proférés par mégarde devant des copains. Ouais, on peut comprendre ça. Oui. Alors, ce n'est pas la connotation animale qui gêne alors le jeune, mais plutôt le concept même du surnom. Celui-ci est ressenti comme une entrave à la prise de distance et à la différenciation nécessaire à cet âge. Pourtant, il est peu probable que l'affaire tourne au conflit. L'adolescent prendra un air offusqué, demandera instamment à sa mère ou à son père de cesser de l'appeler par ces ridicules sobriquets, mais en son fort intérieur, il délectera de la douceur de ce petit nom de bête qui n'appartient qu'à lui. Voilà. Bien, merci beaucoup pour ce sujet. C'est assez original. Merci. Donc, quel genre d'animaux sont nos enfants? C'est encore meilleur la deuxième fois. Écoutez-nous en reprise sur YouTube en cherchant Folie Douce Radio. Quelques instants avant de terminer ce rendez-vous de Folie Douce. Merci beaucoup, Pierre, encore une fois, pour ton travail en régie, comme à chaque semaine. Bienvenue, mon cher. Merci aussi pour ton sujet, la question que tu posais, quel genre d'animaux sont nos enfants? Bienvenue, mon petit poussin. Oui, merci, mon petit loup. on a déjà appris de ça. On blague, évidemment. Merci pour tout ça. Notre invitée en début d'émission, Louise Rinfret, nous a parlé de la thérapie par les arts avec assistance animale. C'était intéressant, un peu un lien avec le sujet de Pierre, là, sans trop le savoir. On ne pensait pas que ça allait faire un lien, mais ça en a fait un petit peu. Notre collaboratrice, Catherine Stassin, était aussi des nôtres avec son sujet de chronique, le pouvoir collectif des enseignants. C'était donc Folie Douce cette semaine. Ici Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine. Au revoir.